Bonjour et bienvenue à l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est le ministre saoudien des Affaires étrangères, M. Adel El-Jouber. Merci d'être avec nous. Le plaisir est pour moi. L'Arabie saoudite vient d'annoncer qu'elle s'engageait à verser 100 millions de dollars pour soutenir la force du Sahel G5 pour lutter contre les groupes djihadistes dans la région africaine. C'était très nécessaire parce que cette force manquait de soutien financier. Pourquoi cet engagement? Du fait de notre engagement de combattre le terrorisme et l'extrémisme, nous avons pris l'engagement de fournir 100 millions d'euros à ces forces. Nous avons pris cet engagement pour fournir la logistique, la formation, le soutien aérien à la coalition. Et nous avons pris l'engagement d'apporter l'aide militaire à ceux qui sont affectés au travers le centre Roi Salman. Nous allons parrainer une réunion de ce nouveau groupe pour coordonner les actions militaires. Nous travaillons étroitement avec la France et d'autres pays dans la région. Donc fondamentalement, la France, son président, a demandé à l'Arabie saoudite d'aider financièrement et vous avez décidé d'aller de l'avant. Pas tout à fait. Il est venu en Arabie saoudite, nous avons eu une discussion, nous avons parlé de l'importance du Sahel et de ce qu'il faut faire là-bas. Le président Macron a indiqué qu'il accueillerait une réunion en France. Il a invité l'Arabie saoudite à y participer. Nous lui avons dit que le Royaume avait pris la décision de soutenir cet effort, que nous allons engager 100 millions d'euros pour cet effort, en plus d'autres éléments dont nous allons parler. Je voudrais en venir à la question de Jérusalem. À l'évidence, Donald Trump vient de prendre une décision en rupture avec la tradition américaine et les lois internationales, disent certains. Certains disent que l'Arabie saoudite, bien qu'elle ait protesté contre cette décision, n'est pas tellement opposée parce qu'elle croit que l'administration Trump a véritablement un plan de paix entre Israël et les Palestiniens. Est-ce que vous pouvez clarifier votre position? Notre position sur le Jérusalem a toujours été très claire. Nous croyons en la solution de deux États fondée sur l'initiative arabe et les Nations unies, un État palestinien avec les frontières de 1967, avec quelques ajustements, avec le Jérusalem-Est comme capitale. Ça reste notre position et tout ce qui va à l'encontre de ça est d'un non-sens. Nous croyons que l'administration Trump est sérieuse. Mais est-ce que ça ne prouve pas le contraire? Nous avons clarifié notre position, nous avons publié une déclaration avant l'annonce de la décision et nous avons dit que ce serait une erreur, que ça violerait les résolutions des Nations unies et le droit international. Et ce serait mauvais pour le processus de paix et que cela nuit à la position des États-Unis comme honnête courtier. Donc nous avons pris une position très forte, nous avons dit que c'était pas acceptable, il faut que cette décision soit inversée, c'est un affront. Cela contredit le principe de prendre des mesures unilatérales qui préjugent des résultats des négociations finales et nous avons réaffirmé que à la réunion des ministres des Affaires étrangères au Caire et la réunion de l'OCI aujourd'hui. Croyez-vous que l'administration Trump ait véritablement un plan qui pourrait sceller un accord tel que l'a dit le président Trump? Je sais qu'ils y travaillent, je sais qu'ils ont consulté toutes les parties, y compris l'Arabie saoudite, à propos de ces idées. Je sais qu'ils ont intégré les points de vue présentés par toutes les parties. Ils ont dit qu'ils ont besoin d'un peu de temps pour faire la synthèse, pour présenter un plan pour l'avenir. Nous attendons toujours ce moment pour aller de l'avant et finalement mettre fin à ce conflit. Est-ce que l'administration américaine va proposer quelque chose d'acceptable à toutes les parties? Ça reste à voir. Je ne crois pas que le plan américain a été finalisé. Mais ce que vous semblez impliquer, c'est qu'ils travaillent toujours sur une solution à deux États. C'est ce qu'ils nous ont indiqué, c'est ce qu'ils nous ont dit. Est-ce qu'il y a eu une pression faite par le prince héritier sur Mahmoud Abbas pour attendre que l'administration présente ce plan en dépit de la décision sur Jérusalem? Non, pas du tout. Notre position est de soutenir les Palestiniens et de coordonner avec eux. Certains rapports disent le contraire. Ces rapports sont un non-sens, n'ont pas de sens. J'ai participé à la réunion quand le président Abbas est venu en Arabie saoudite. Il a rencontré le prince héritier
La position saoudienne est de soutenir l'autorité palestinienne. La position des Saoudiens est de coordonner avec les Palestiniens. Il n'est pas venu pour leur dire acceptez ceci. Notre politique depuis le roi Abdelaziz a été de soutenir les Palestiniens, pas leur dicter leur politique. Je voudrais en venir à la question du Yémen. Les critiques s'accumulent. Les critiques de l'administration américaine contre l'Arabie saoudite, contre ses bombardements, son blocus humanitaire. Quelle est votre réaction? Même le président Trump a dit que ça ne peut pas continuer. D'abord, il n'y a pas eu de crime de guerre, donc on met ça de côté. Certains groupes de droits de l'homme disent qu'il y a des crimes de guerre. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, il n'y a pas eu de crime de guerre commis au Yémen. Nous respectons le droit humanitaire international. Qu'en est-il du blocus? Il n'y a pas de blocus, les ports sont ouverts. Mais les Américains le disent. Les ports sont ouverts, le port d'Hodeidah limite le trafic commercial, mais l'aide humanitaire entre. L'aéroport de Sanaa est ouvert au trafic humanitaire. Nous cherchons les moyens d'améliorer les inspections pour empêcher l'entrée des armes au Yémen. Alors pourquoi les Américains le disent? On parle d'un blocus et ils disent que le blocus doit s'arrêter. Les États-Unis ont dit qu'ils souhaiteraient que les ports soient ouverts au trafic commercial et nous y travaillons. Mais n'oubliez pas que 2 jours plus tard, les États-Unis ont beaucoup critiqué les Houthis et ce qu'ils font à Sanaa, l'assassinat des chefs de l'opposition, l'assassinat de Saleh, et ils tiennent les Houthis responsables de ça. La raison pour laquelle il y a la famine au Yémen, c'est parce que les milices Houthis entourent les villes et les villages et empêchent l'aide humanitaire d'y avoir accès. Pas nous. Nous sommes le plus gros fournisseur d'assistance humanitaire au Yémen et continue de l'être. Mais est-ce que vous allez pousser pour une solution politique? Rex Tillerson dit qu'il faut que vous y pensiez de façon beaucoup plus sérieuse parce que les raids aériens, ce n'est pas la solution. Nous avons soutenu l'envoyé spécial des Nations Unies dès le premier jour. J'ai annoncé le lancement d'opérations au Yémen quand j'étais ambassadeur à Washington et j'ai dit que la solution au Yémen est une solution politique et qu'il faut que ce soit une solution entre Yéménites fondée sur la résolution 2216 des Nations Unies. Nous avons soutenu toutes les initiatives des Nations Unies. Mais ça ne fonctionne pas. Les Houthis ont rejeté toutes les initiatives. Nous avons eu plus de 70 accords entre les parties. Les Houthis n'ont pas mis en œuvre un seul accord. Eh bien, est-ce que vous avez espoir que ça va marcher? Parce que si ça ne s'arrête pas, à l'évidence, les Yéménites souffrent terriblement et il n'y a pas de solution politique en vue. Et donc ici, il y a un blocage. Les Yéménites souffrent du fait des crimes des Houthis. Ils déploient des enfants soldats, ils doivent être tenus responsables de cela. Ils posent des mines, ils doivent être responsables de cela. Ils ont lancé plus de 200 missiles balistiques à l'intérieur du Yémen contre des civils. Ils ont lancé 80 missiles balistiques contre l'Arabie saoudite. Et il faut critiquer cela. Ils ont entouré les villes et les villages pour empêcher l'aide humanitaire d'entrer. Ils volent l'aide humanitaire et ils le revendent pour s'enrichir et pas pour alimenter la population. Mais certains disent que les raids aériens saoudiens tuent des civils. Ça va nulle part, ces accusations mutuelles. Il y a une solution politique, mais c'est aux Houthis de l'accepter. L'Iran. Est-ce qu'il y a un espoir d'un réchauffement des relations? Ça semble pas à l'évidence. La raison pour laquelle l'Iran a été désigné comme le parrain numéro 1 du terrorisme, parce que c'est un fait. La raison pour laquelle... Et ça ne change pas? C'est aux Iraniens de décider. Le Liban, il y a eu l'épisode de Saad Hariri qui a démissionné de Riyad sous la pression, dit-on, des Saoudiens. Il est parti en France, il est retourné au Liban et maintenant il est à nouveau Premier ministre. Donc l'hypothèse, c'est que c'est un échec de la politique saoudienne, que maintenant, lui, il est au gouvernement avec le Hezbollah, en dépit du fait qu'il ait dénoncé le rôle du Hezbollah sous des prétendues pressions saoudiennes. Il est difficile de ne pas le croire. Il faut regarder les faits. Nous avons soutenu Saad Hariri quand il a été Premier ministre la première fois. Nous l'avons soutenu quand il a formé un gouvernement avec Aoun comme président. Nous l'avons soutenu son programme politique.
Le président Aoun et le Hezbollah ne lui ont pas permis d'avoir l'espace politique pour mettre en œuvre son programme. Ils ont mis des tas d'obstacles sur son chemin et ils ont utilisé Hariri comme une façade pour changer les lois électorales et faire des choses qui ne sont pas bonnes pour le Liban. Donc il a décidé de démissionner et il l'a fait pour provoquer un choc positif. C'était pas sous votre pression. Et il a été élu par le peuple libanais. Mais maintenant, il a accepté de revenir avec le Hezbollah. Comment est-ce que vous pouvez accepter ça? Je vais vous dire ce qui s'est passé. Il est retourné pour présenter formellement sa démission. Le président et le président de l'Assemblée ont tenu compte de ses préoccupations, ont dit qu'ils voulaient travailler avec lui et que le Liban serait neutre par rapport aux événements dans le monde arabe et qu'il lui donnerait l'espace politique. Est-ce que ça se produit? Ils n'ont trouvé un accord qu'il y a 10 jours. Il faut laisser le temps au temps. Il a annulé sa démission. Nous soutenons cela et nous allons voir si le Hezbollah et le président Aoun vont donner à Saad Hariri l'espace politique pour mettre en œuvre le programme qu'il le souhaite pour le Liban. Donc vous ne dites pas que c'est une défaite saoudienne? Non. Notre intérêt au Liban est un Liban stable, prospère. Si le Liban n'existait pas, nous pensons que nous devrions l'inventer. Il y a de nombreux groupes ethniques et religieux qui vivent ensemble en harmonie. C'est un modèle pour le monde arabe. Si nous ne pouvons pas avoir de l'harmonie entre les différentes religions, les différents groupes ethniques, les différentes sectes au Moyen-Orient, on perdrait toutes nos minorités et nous aurions perdu quelque chose qui enrichit notre culture. Dernière question, il y a beaucoup de reportages sur des liens entre Israël et l'Arabie saoudite. On dit que le ministre israélien du renseignement a invité le prince héritier en Israël. Il y a un ennemi commun, clairement, l'Iran. Vous avez probablement la même analyse sur le Liban. Vous vous rapprochez? Nous n'avons pas de relation avec Israël. Officiellement? Nous avons une feuille de route pour d'éventuelles relations. Ça s'appelle l'initiative de paix arabe pour un processus de paix, un accord de paix. Israël, à ce moment-là, aura des relations normales avec les pays islamiques et arabes. Et ça veut dire des relations diplomatiques, commerciales. Ça, c'est l'avenir. Moi, je parle du présent. Et actuellement, nous n'avons pas de relation avec Israël. Pas de renseignements sur l'Iran? Nous n'avons pas de relation avec Israël. Merci beaucoup, Monsieur Al-Jaber, pour avoir répondu à nos questions et merci d'avoir regardé cet entretien sur France 24.